Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce lundi 9 septembre. Au Royaume-Uni, les travaux du Parlement sont suspendus dès ce soir et pour les 5 semaines à venir. Une interruption qui pourrait laisser le champ libre au Premier ministre Boris Johnson pour s'orienter vers un Brexit sans accord. En France, 14 offres de reprise ont été présentées pour la compagnie Aigle-Azur qui a mis fin à ses vols il y a 3 jours. L'entreprise est actuellement en redressement judiciaire. En Russie, le parti au pouvoir conforté à l'issue des élections locales de dimanche, mais le scrutin avait suscité un vaste élan de protestation et à Moscou, la majorité affiche de lourdes pertes au sein de l'Assemblée. Et puis direction Toronto au Canada où se tient en ce moment le Festival international du film, une édition qui livre un aperçu de la course aux Oscars. Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'apprête à avoir les coups des franches pour se diriger vers un Brexit sans accord. Dès demain, les députés n'auront plus voix au chapitre pendant près d'1 mois. La suspension du Parlement, décidée par le Premier ministre britannique, devient effective. Mais la reine a de son côté approuvé la loi votée par la Chambre des communes qui demande un report de la sortie de l'Union. Dernière session parlementaire pour les députés britanniques avant 5 semaines de congés forcés. Dès lundi soir, le palais de Westminster devra fermer ses portes sur décision du Premier ministre. Boris Johnson avait justifié cette initiative fin août en invoquant la préparation d'un nouveau programme de politique intérieure. Mais pour l'opposition, la manœuvre du gouvernement ne fait pas l'ombre d'un doute. Je trouve ça honteux. Le Parlement devrait siéger et il devrait demander des comptes au gouvernement. Le Premier ministre semble vouloir fuir les questions. Il a été nommé fin juillet, auditionné par la Chambre des communes et désormais il proroge le Parlement. Il n'y aura donc pas de questions au Premier ministre ce mercredi. Mais avant sa suspension, le Parlement doit toujours se prononcer sur l'organisation d'élections législatives anticipées pour le 15 octobre. Ce lundi, le président de la Chambre des communes, John Bercow, a annoncé qu'il quittera bientôt ses fonctions. La frontière entre les deux Irlandes reste l'une des principales sources de discorde dans le dossier du Brexit. Lors de sa visite à Dublin, Boris Johnson l'a réaffirmé. Pas question d'inclure un filet de sécurité pour empêcher le retour d'une frontière physique. Cette clause reviendrait à maintenir le Royaume-Uni dans un territoire douanier unique selon le chef du gouvernement britannique qui dit cependant exclure des contrôles même en cas de divorce brutal. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar déplore de son côté que Londres ne propose aucune alternative réaliste et que l'incertitude se prolonge pour les acteurs économiques comme pour les habitants. C'est l'un des secteurs qui pourrait être les plus affectés par une sortie brutale de l'Union, celui des transports aériens, marqué par une grève massive chez British Airways. Ce lundi, tous les avions ou presque étaient cloués au sol, un mouvement de contestation d'une ampleur inédite au sein de la compagnie britannique qui a impacté près de 100 000 voyageurs. À l'origine de ce mouvement, les pilotes qui demandent une hausse plus conséquente des salaires. Aucune date n'a été fixée pour une reprise des négociations, mais une nouvelle journée de grève est prévue le 27 septembre. De nombreux passagers sont aussi bloqués après l'arrêt des vols d'Aigle-Azur. 14 offres ont été déposées pour reprendre la deuxième compagnie aérienne de l'Hexagone, actuellement en redressement judiciaire et qui s'est retrouvée dans l'impasse financière. Quel candidat pour sauver Aigle-Azur et ses 1150 salariés de la faillite ? 14 dossiers ont été déposés, dont 2 propositions jugées sérieuses par le syndicat des pilotes de ligne. Parmi les repreneurs potentiels, on retrouve Air France. D'après le syndicat CFDT, la compagnie nationale française pourrait reprendre 70% du personnel basé en France. D'autres transporteurs ont fait part de leur intérêt, dont les compagnies low cost, EasyJet et Vueling. Mercredi soir, les salariés se prononceront sur l'offre qui répondra au mieux, selon eux, à leurs attentes. Mais c'est lundi prochain que le tribunal de commerce devra trancher sur l'avenir d'Aigle-Azur.
Toujours dans l'actualité française, Agnès Buzyn a dévoilé son plan d'action pour les urgences. La ministre de la Santé a annoncé qu'une enveloppe de 750 millions d'euros serait débloquée pour sortir de la crise. Depuis près de 6 mois, plusieurs centaines de services sont en grève à travers le pays, alors que la fréquentation a plus que doublé en l'espace de 20 ans. Ce plan d'action s'échelonne sur 3 ans. Il prévoit notamment la mise en place d'une plateforme téléphonique pour mieux orienter les patients et désengorger les urgences. L'objectif sera aussi de renforcer l'offre de consultation sans rendez-vous en cabinet et dans les structures de proximité. Une délégation du gouvernement français s'est rendue à Moscou ce lundi pour tenter d'amorcer un rapprochement avec le Kremlin. Si le dossier de l'Ukraine reste un point sensible qui pèse sur les relations franco-russes, l'Élysée a récemment revu sa stratégie. Les explications d'Olivier Péguy. La suite du réchauffement des relations avec la Russie. Deux ministres français, ceux des Affaires étrangères et de la Défense, étaient ce lundi à Moscou pour une rencontre avec leurs homologues. Il faut remonter à 2012 pour retrouver trace d'une rencontre similaire. Depuis, il y a eu la guerre dans l'est de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, l'instauration de sanctions européennes contre Moscou. Aujourd'hui, le ton est plus conciliant. Ce n'est pas encore l'échéance de lever des sanctions. Bien sûr, aucun rapprochement durable entre la Russie et l'Europe ne pourra avoir lieu sans des progrès sur le dossier ukrainien. Nous estimons que le contexte y est aujourd'hui favorable, peut-être plus qu'il ne l'a jamais été en 3 ans. Concernant l'Ukraine, justement, un sommet de paix pourrait se tenir dans les prochaines semaines à Paris, un sommet au format Normandie, à savoir avec la chancelière allemande et les présidents français, russes et ukrainiens. Le chef de la diplomatie russe a émis l'espoir que les relations russo-ukrainiennes allaient, je cite, se normaliser. Cela dit, a-t-il ajouté, la situation sécuritaire dans la zone euro-atlantique n'est pas satisfaisante. Cela provient du comportement destructeur d'un certain nombre d'États occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, qui s'emploient à vouloir confiner la Russie. Fin de citation. Le président français multiplie les gestes d'ouverture à l'égard de la Russie depuis plusieurs semaines. En témoigne la réception de Vladimir Poutine au fort de Brégançon au cœur de l'été. Un changement de stratégie qu'explique le chef de la diplomatie française avec cette formule « Nos divisions nuisent à nos intérêts réciproques ». Côté politique intérieure, les candidats du parti au pouvoir ont globalement remporté les élections locales qui se sont tenues hier en Russie. Mais ce scrutin a suscité un élan de protestation d'une rare ampleur pour réclamer des élections libres et équitables. Et ce mouvement a été durement réprimé à Moscou. Au sein de l'Assemblée de la capitale russe, la majorité en place a été manifestement fragilisée. Marc Bouchage. Au Parlement local de Moscou, les députés loyaux au Kremlin ont perdu près d'un tiers de leurs élus lors des élections régionales de dimanche. Avec 25 sièges sur 45, ils restent néanmoins majoritaires. Ailleurs sur le territoire, la majorité des gouverneurs soutenus par Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, ont été réélus. Et c'est là-dessus que souhaite insister le pouvoir. Concernant les candidats soutenus par notre parti Russie Unie, sur les 26, 19 ont remporté l'élection. C'est un bon résultat pour le parti. Il n'y a aucun doute sur le fait que les résultats auraient pu être meilleurs. Mais comme on dit, on a ce qu'on a. Le scrutin a été suivi de près après un été de manifestations sévèrement réprimé par la police. Pour ces élections, l'opposant Alexei Navalny, dont tous les alliés ont été exclus du scrutin, avait appelé les électeurs à voter intelligemment en soutenant les candidats les mieux placés pour battre ceux du Kremlin. De manière générale, nous pouvons dire que le vote tactique a fonctionné dans le pays. Et pour la première fois, il a beaucoup mieux fonctionné que ce que nous avions prévu. C'était une expérimentation et elle a très bien fonctionné dans les villes et les régions où elle a été mise en œuvre pour la première fois. Rien ne dit que la tactique d'Alexei Navalny ait été réellement suivie. Le recul des candidats soutenus par les autorités pourrait aussi s'expliquer par le contexte de grogne sociale lié à la montée de la pauvreté et à une réforme impopulaire des retraites.
En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a dévoilé le programme du gouvernement fraîchement constitué, une alliance inédite qui réunit le mouvement 5 étoiles et le centre-gauche après l'explosion de la coalition qui liait le mouvement populiste à l'extrême droite. Le récit de Christelle Petrangari. Un grand oral pour obtenir la confiance des députés. À Rome, Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a présenté le programme de son gouvernement bis. Il promet d'engager l'Italie dans une nouvelle ère réformatrice pour en faire un pays meilleur, tout en réclamant un coup de pouce de l'Europe. Le gouvernement travaillera dans les bureaux européens à la mise en œuvre d'un plan d'investissement durable, à la réforme de l'union économique et monétaire, de l'union bancaire, en commençant par l'établissement d'un budget de la zone euro. À la tête d'une nouvelle majorité entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, il entend renouer des liens avec l'Europe après des mois de tension et réclamer un assouplissement des rigides règles budgétaires du pacte de stabilité. Également au programme, le crucial budget pour 2020 censé relancer la croissance et une possible inflexion de la politique migratoire. Au même moment, devant le Parlement, plusieurs centaines de manifestants d'extrême droite. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, promet de représenter une opposition sérieuse au nouveau gouvernement. Les Italiens verront bien, ils ne sont d'accord sur rien à part sur la répartition des sièges et la haine de la Ligue. Mais je ne pense pas qu'un pays comme l'Italie puisse être gouverné en restant simplement rivé à son siège et en ruminant une haine contre nous. Comment ces gens peuvent éviter le problème de l'indignation populaire. Matteo Salvini a provoqué début août la chute du précédent gouvernement Conte, dont l'espoir d'obtenir des élections anticipées, une stratégie qui n'a pas fonctionné. Enfin, un détour par le Canada avant de refermer ce journal, et plus exactement à Toronto, où se tient en ce moment le Festival international du film, un festival qui lance aussi la course aux Oscars. Virginie Cook-Rodriguez. Bain de foule pour Tom Hanks au Festival international du film de Toronto. Il est venu présenter au Canada son dernier film, A Beautiful Day in the Neighborhood. Il incarne le rôle de Fred Rogers, une star de télé américaine qui a animé pendant plus de 30 ans une célèbre émission. Le film retrace la vie de cet animateur connu pour sa bienveillance. Autre célébrité a foulé le tapis rouge de Toronto, Nicole Kidman. L'actrice australienne est à l'affiche de The Goldfinch, un film adapté du roman à succès de Donna Tartt, lauréate du prix Pulitzer en 2014. C'est l'Irlandais John Crowley qui signe la réalisation. Nicole Kidman interprète une mère de famille qui recueille un jeune garçon devenu orphelin. Le film retrace le traumatisme de cet enfant qui a vu sa mère mourir dans un attentat survenu au musée Metropolitan de New York. Jennifer Lopez a également fait le déplacement à Toronto pour présenter Hustler, un long métrage qu'elle a produit et où elle tient le rôle principal. À ses côtés, les actrices Constance Wu et Kiki Palmer. L'américaine Lauren Scafaria a réalisé le film qui raconte l'histoire vraie d'un groupe de stripteaseuses de New York mené par une mère célibataire jouée par Jennifer Lopez. Elles n'hésitent pas à user de leur charme pour arnaquer leurs riches clients, des salariés de Wall Street. Mais tout ne se passe pas comme prévu. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Euronews.